Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blabla. Et comme vous avez vu sur le titre et sur la miniature de la vidéo, nous revenons avec ce concept que nous remarquons qui vous plaît de plus en plus, parce que vous pourrez y découvrir plein d'artistes divers et variés, mais on apprend des choses sur les domaines artistiques. Bref, vous allez en apprendre plein de choses et nous remarquons que ça commence à vous plaire de plus en plus, et nous aussi ça nous plaît de plus en plus pour découvrir plein de choses que on pensait connaître mais on connaissait pas forcément, etc. Donc on trouve ça super intéressant. Donc dans cette vidéo nous allons refaire ce concept, une vidéo égale à un artiste. Mais de quel artiste nous allons parler? Nous allons parler d'un grand artiste. Bon, quand je dis grand, c'est le cas, mais je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Mais on peut le connaître à cause de ces sculptures-là, ou ces sculptures-là, que vous avez sûrement déjà pu apercevoir au moins une fois dans votre vie, je pense. Tellement c'est hyper iconique, mais de plein de formes différentes. Je pense que vous allez peut-être découvrir dans la vidéo et dire « Ah mais oui, je le connais à cause de ça et ça !» Voilà, sauf qu'en fait on connaissait pas, on pensait pas que c'était lui, et du coup c'est pour ça que je trouve super intéressant d'en parler. Mais de qui il s'agit, vous allez me dire? Il s'agit de Kaws. Donc j'espère que cette vidéo où vous allez apprendre à découvrir cet artiste vous plaira. N'hésitez pas à nous manifester en mettant des likes, des abonnements ou des commentaires, ce sera avec grand plaisir de le savoir. Et si vous voulez voir un peu plus de détails sur l'artiste qu'on est en train de parler durant la vidéo, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Toutes les informations concernant l'artiste sera en barre d'infos, notamment ses réseaux sociaux, etc. Moi ceci, on vous embête pas plus longtemps, on vous souhaite bon visionnage et à tout de suite. Donc pour ceux qui se demanderaient qui est Kaws, Kaws est un artiste américain né en 1974 à Chelsea City, donc ça c'était juste là pour ceux qui se demanderaient. Et en fait il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été designer de vêtements, un concepteur de jouets, mais de plein de choses différentes, mais surtout dans la pop culture. Parce que vous allez voir au fur et à mesure de sa vie qu'on lui a beaucoup demandé de faire des choses pour certaines grosses marques ou grosses entreprises ou grosses studios d'animation ou autres. Vous allez le voir un peu plus et franchement, je vais pouvoir vous dire aussi ses inspirations, comme je vous le disais. Je vais vous en parler dès maintenant. En fait, à l'école élémentaire, il était beaucoup inspiré par les graffitis qu'il pouvait voir à l'extérieur, que ce soit dans les rues, à son école ou peu importe où est-ce que c'était. Et en fait, tout simplement, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait les graffitis qu'il voyait et il les reproduisait lui-même pour justement qu'on puisse voir un peu plus, pour qu'il puisse voir son style, voir un peu plus comment il pourrait expérimenter ça et pour pouvoir un peu plus élaborer ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire dessiner depuis toujours. D'ailleurs, comme je vous le disais, à part les graffitis qu'il aimait regarder et reproduire quand il était petit, il aimait beaucoup aussi les graffitis que pouvaient faire les gens dans son quartier grâce à des associations. Il y a des associations qui faisaient justement des street art, des graffitis, etc. Et ça a inspiré énormément, et c'est tout cela qui les a aidé à se lancer dans le domaine du dessin, parce que ça l'inspirait énormément, et du coup c'est là où il a débuté le dessin. Mais un peu plus tard, quand il est devenu un peu plus âgé, il a commencé à avoir d'autres influences, d'autres inspirations, et plutôt des inspirations par exemple de peintres, notamment Gerhard Richter, qui est cet artiste là, qui est un artiste allemand, mais aussi Josh Klaus, qui est cet artiste là aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, personnellement moi je ne les connais pas, donc ça fait de nouvelles découvertes. Et ce n'était notamment inspiré par ces deux artistes, le premier qui était allemand comme je vous l'ai dit, et le deuxième qui était suédois. Donc voilà, pour que vous sachiez un peu plus vous situer ses influences et ses inspirations dans sa vie. Voici ses plus grandes inspirations que nous savons du jour d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui se demandent, au début des années 90, Kaws commence à débuter sa carrière en tant que graffiti. Bah oui, parce que comme il a été inspiré beaucoup par ça durant son enfance et même son adolescence, etc. Du coup ça l'a beaucoup inspiré pour se dire tiens, pourquoi pas moi je me lancerai en tant que graffiti, à faire des graffitis un peu partout dans la rue, sur mes dessins, etc. Donc il a débuté par ça dans sa carrière en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir est-ce qu'on pourrait retrouver ses œuvres, principalement dans les cabines de téléphone, sur des panneaux publicitaires ou même sur des arrêts de bus. Je vous mets quelques exemples juste là pour que vous puissiez un peu plus voir à quoi ça pourrait ressembler, notamment ces œuvres qu'il pourrait réaliser à cette époque-là en 1990. Mais pour continuer tout ça, il obtient sa licence à une école d'art. Mais quelle est cette école d'art? Il obtient sa licence à l'école des beaux-arts de la School of Visual Art de New York. Donc cette école-là plus particulièrement, il obtient son diplôme par la suite, qui va beaucoup l'aider. Comme je vous l'ai dit, son diplôme va beaucoup l'aider parce qu'après avoir l'obtention de son diplôme, en 1996 plus particulièrement, il obtient le droit en tant que freelance de travailler pour Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte, Disney est quand même un gros studio d'animation hyper populaire, hyper connu, et
avoir une chance d'intégrer ce studio d'animation, c'est vraiment une chance incroyable parce que tout simplement, bah, tout le monde n'a pas l'occasion d'y aller et quand tu y vas, tu te dis là j'ai réussi en tant qu'artiste à obtenir quelque chose quoi. Et c'est pas pour rien que je fais ce que je fais, tu vois. Et du coup, il a réussi à obtenir le droit de travailler pour Disney. Il a notamment du coup travaillé pour certains dessins animés que vous avez pu voir. Mais du coup, il a travaillé quel dessin animé? Mais avant que je vous dise quel dessin animé il a travaillé, qu'est-ce qu'il a travaillé à Disney plus particulièrement? Il a travaillé les arrière-plans animés. Donc par exemple, quand vous voyez dans les dessins animés, souvent, bah, oui, il y a le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, etc. Et bah, il a travaillé l'arrière-plan, donc c'est-à-dire souvent les paysages que vous pouvez voir dans les et notamment les deux plus grands Disney qu'il a pu travailler, notamment les 101 Dalmatiens, mais aussi, pas que les 101 Dalmatiens, mais aussi Doria et Doug, donc celui-là aussi. Du coup, ce qui est quand même énorme de travailler pour Disney, comme je vous l'ai dit, c'est une chance incroyable qu'il a pu avoir durant sa carrière pour justement pouvoir promouvoir son travail à travers la chance qu'il a pu avoir d'avoir une expérience dans les studios d'animation Disney. Par la suite, du coup, ces graffitis qu'on pouvait voir dans la rue un peu plus tôt dans sa jeunesse, et bah justement, ils ont été énormément recherchés par la suite parce que ça a commencé à devenir un peu plus de plus en plus populaire. Et du coup, grâce à tout ce qu'il a pu réaliser durant sa jeunesse, son adolescence et un peu plus dans sa vie d'adulte, et bah il a notamment du coup été à faire plein de voyages, Paris, Londres, le Japon, enfin même l'Allemagne. Enfin, il a commencé à un peu plus voyager dans divers pays pour justement promouvoir ses œuvres. Mais comment il les a promouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il a pu faire lors de ses voyages? Je vais vous le dire dès maintenant. Par exemple, en 1998, il reçoit un prix Nobel qui est en fait ce prix Nobel, ce prix qu'il a pu recevoir, c'est une offre à la subvention des nouveaux artistes parce que à ce moment-là justement l'artiste a pu avoir un prix Nobel parce que son art était complètement différent des arts qu'il y avait à cette époque et c'était un peu différent et du coup il a reçu un nouveau prix Nobel sur la nouvelle version de ses œuvres, etc. Enfin, c'est hyper intéressant, il a quand même reçu un prix, c'est pas recevoir un prix et un prix Nobel, c'est pas rien du tout, c'est quelque chose quand même. À partir de 1990, Gox commence à un peu plus arrêter le graffiti, mais il n'arrête pas vraiment parce qu'en fait il commence à réaliser les fameuses sculptures que je vous ai parlé au début de la vidéo, ou parce qu'il a commencé à, on a commencé à lui demander de, grâce à son style, il a commencé lui-même de son côté à commencer à réaliser des petites sculptures qui ont commencé à être des jouets à une série limitée de jouets qu'il a pu réaliser. Donc par exemple, ce genre d'œuvre que je vous fais défiler juste là, il a pu en faire des séries limitées et il a pu en vendre dans le monde entier, carrément. Comme je l'ai dit, il le vend dans le monde entier parce que il a commencé à se faire populariser dans l'international. Et quand on commence à se faire populariser dans l'international, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas rien. Plus notamment à ce moment-là où il commence à réaliser ces petites sculptures que j'ai défilées juste avant, et bah à ce moment-là justement l'artiste commence à avoir quelques petites collaborations parce qu'en fait les marques, que ce soit des marques de dessins animés, de jouets, peu importe la marque ou le studio d'animation quel qu'il soit ou même de vêtements, ils ont commencé à dire oh mais son style commence à être un peu plus viré à l'international, pourquoi pas justement, surtout au Japon, plus particulièrement, j'ai oublié de vous le préciser, et ils se sont dit pourquoi pas justement demander à l'artiste de faire une collaboration avec ma marque, mon dessin animé, mon studio d'animation, mon vêtement, mon jouet, peu importe. Et du coup, ça a commencé notamment avec plusieurs marques que je vais vous présenter justement là, pour que vous puissiez un peu plus découvrir avec quelle marque il a pu collaborer dans sa vie d'artiste, parce que quand même, c'est quand même quelque chose de très important et très intéressant de voir à quelle marque il a pu collaborer. Et ça se trouve, grâce à ces marques-là, vous direz ah mais oui, j'ai déjà vu justement travailler avec cette marque-là ou machin et tout, mais je pensais pas que c'était lui et tout. Et ben maintenant vous le savez et vous allez me dire du coup mais il a collaboré avec quelle marque? Notamment il a collaboré avec plusieurs marques, mais c'était plutôt des marques de jouets, plus particulièrement parce que comme je vous l'ai dit, il faisait pas mal de jouets et c'était son domaine. Donc il a travaillé notamment avec travaillé avec Nigo, qui est cette marque-là, en 1970, donc c'est une marque au Japon. Et il a travaillé avec cette marque, il a travaillé sur une betting hype, plus particulièrement une betting hype qui est cette œuvre-là, plus particulièrement que je vous montre là depuis tout à l'heure. Et il a travaillé donc avec cette marque-là, mais il a travaillé aussi avec des œuvres, notamment en collaboration plus connues, comme par exemple, il a redesigné Mickey,
quand même, redesigner Mickey, c'est pas... Quand tu t'attaques à Disney, c'est comme lourd déjà qu'il travaille avec Disney, comme je l'ai dit précédemment. Là, pouvoir toucher à une œuvre iconique comme Mickey et pouvoir le redesigner, c'est juste énorme. Donc je vous mets son œuvre juste là. Mais là aussi, travailler avec Bibendum Michelin. Je sais pas si vous connaissez la marque Michelin. C'est une marque de voiture avec qui réalise pas mal de pneus pour voiture. Et tout simplement, il a travaillé avec cette marque-là du coup de voiture et avec la marque... Donc avec le Bibendum, donc le Bibendum c'est le personnage qui est représenté pour la marque Michelin, genre la mascotte de la marque, et justement il a pu travailler avec, donc je vais vous mettre ses œuvres qu'il a réalisées avec cette marque là, donc quand même travailler aussi avec Michelin, ça change, mais c'est travailler avec des grosses marques, c'est juste quand tu commences à travailler avec des grosses marques, à faire des grosses collaborations, tu te dis ah ouais, là ce que je fais c'est pas pour rien en fait, enfin, c'est juste énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Vous pensez que c'est juste des petits jouets, des petites marques que vous avez pu voir par-ci par-là. Mais non, mais vous vous rendez pas compte du potentiel, de la chance qu'il a pu avoir pour travailler avec des marques comme ça. C'est juste énormissime. Mais il a aussi travaillé avec Bob l'éponge. Bah oui, ça, qui ne l'a pas vu passer? Il a travaillé notamment avec Bob l'éponge où il a fait cette œuvre-là. Notamment, enfin, par la suite, il a commencé à faire des expos solo où il a commencé à s'exposer pour montrer un peu plus ce qu'il pouvait faire en tant qu'artiste. Donc, par exemple, exposé à Archid Museum, qui est ce musée-là, bien évidemment toujours au même endroit à New York, mais il a aussi été exposé au musée Harris au Royaume-Uni, plus particulièrement. Enfin, il a exposé un peu partout, je vais pas tout vous dire parce que ce serait beaucoup trop long, mais il a exposé un peu partout, que ce soit solo ou en collaboration, peu importe, il a exposé un peu partout pour un peu plus montrer ses œuvres, un peu plus montrer qu'est-ce qu'il pouvait montrer au champ des possibles dans sa vie en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, concernant ses expos solo, j'ai une anecdote à vous raconter concernant ces expos. Il y en a une, vous allez voir, mais ça a bien coûté de l'argent, dans le sens, pourquoi je vous dis ça? Donc son exposition originale Fake à la galerie Babe de Tokyo, donc cette galerie-là plus particulièrement, a présenté une sculpture, donc oui, une sculpture, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous en présenter, qu'il a pu réaliser, et une sculpture intitulée Wonderful, donc c'est cette sculpture-là, plus particulièrement Wonderful World, et qui a été vendue plus de 400 000 $, donc c'est juste énorme, vraiment, qu'une de ses œuvres qui est celle-là a coûté plus de 400 000 $, enfin c'est juste énorme. Et je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, il a travaillé à l'international, ses expos étaient aussi à l'international, par exemple à New York, au Royaume-Uni, même dans toute l'Europe, bref. Vraiment, ces expos étaient un peu partout. Et maintenant, il travaille à Brooklyn, à New York. Donc, il travaille juste là pour ceux qui voudraient savoir. Donc, il travaille juste là du jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent savoir, il est toujours en vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Ses réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à le checker si vous voulez avoir plus d'infos sur l'artiste. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important. Vous allez me dire, mais son style graphique, ce qu'il fait au niveau de ses sculptures, c'est graffiti. Vous allez me dire, mais c'est quoi son style? Ben, on a tendance à consacrer beaucoup plus au pop art, vu avec la manière dont il fait travailler ses sculptures, on aura plus tendance à dire pop art. Et en même temps, art contemporain, parce que bah, il fait tellement de choses diverses et variées que, en fait, entre la sculpture, la peinture, le street art, peu importe les domaines qu'il réalise, il fait tellement de choses que, bah, on a tendance du coup à consacrer beaucoup plus à l'art contemporain pour lui dire tellement qu'il fait de choses, bah du coup, forme d'art lui correspond le mieux. Après vous avoir raconté un peu plus des choses concernant sa vie pour que vous puissiez un peu plus le connaître avant que je vous raconte les anecdotes concernant l'artiste, et bah du coup maintenant que je vous ai tout raconté à peu près en globalité, les trucs essentiels de sa vie, et bah je vais pouvoir raconter enfin les anecdotes de ses œuvres ou de ce qu'il peut avoir eu comme chance ou plein de choses dans sa vie en tant qu'artiste. Et franchement, il y a des choses, quand on découvre l'artiste, c'est super intéressant et c'est pour ça que je vais vous les raconter dès maintenant. Donc c'est parti aux anecdotes. Donc pour ceux qui savent, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il a notamment quand il était jeune fait beaucoup de choses au niveau du street art et du graffiti, notamment il a pris des panneaux publicitaires ou dans les cabines téléphoniques ou sur les arrêts de bus et tout. Il a fait plein de choses concernant ce domaine-là, et du coup justement il y a des affiches publicitaires qui lui ont demandé de réaliser des choses en collaboration. Je vais vous raconter cette anecdote. À ce moment-là, en fait, au moment où il a réalisé ces affiches, que ce soit
sur des panneaux publicitaires, mais aussi que ce soit sur des cabines téléphoniques ou encore sur des arrêts de bus, peu importe où est-ce qu'il les faisait. C'est là où il a commencé à créer ce fameux personnage que je pense que pas mal de monde le connaît, parce que tout simplement c'est à ce moment-là où il a commencé à créer ce personnage-là qui s'appelle Scully. Donc voilà, c'est son nom qu'il a donné à son personnage. Et en fait, sur ce personnage, vous pouvez voir notamment un crâne de pirate, vraiment en forme de tête de mort, avec dont en plus les os dépassent du crâne, des oreilles. Donc à la place des oreilles, on voit des os, et en plus sur les yeux, ce ne sont pas des yeux normaux, ce sont des croix, littéralement des croix à la place des yeux. Donc c'est vrai que c'est pas habituel et c'est pas anodin de voir ce personnage-là. En plus, ce personnage-là l'a énormément servi. Pourquoi? Parce que tout simplement, des grandes marques ont fait le fruit du détournement de causes, et notamment tels que par exemple Dior, ou encore Calvin Klein, ou encore Chanel, ou encore Diesel. Enfin bref, il y a eu plein de détournements de son personnage et de ses personnages en tout genre qu'il a pu créer lors des moments où il a fait du graffiti étant plus jeune. En fait, un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, il n'a pas créé que Scully, il a aussi créé Bundy qui est un des personnages qu'on peut retrouver sur l'affiche que je vous ai présentée juste avant, où en fait tout simplement son crâne est un peu plus allongé, et donc c'est un peu plus différent du personnage que je vous ai présenté juste avant, mais on retrouve quand même la patte de l'artiste avec la forme du crâne, les oreilles qui sont encore des os, ou surtout les yeux en forme de croix. Ça vous pouvez le retrouver, et notamment énormément. Si vous voulez reconnaître l'artiste Cause, tout simplement les yeux en forme de croix, souvent, très souvent, c'est ce que vous allez voir pour reconnaître les œuvres de cet artiste-là, notamment comme je vais vous le présenter dans les œuvres suivantes et que je vous ai déjà présenté précédemment. Souvent c'est comme ça qu'on peut reconnaître ses œuvres. Et c'est vrai que quand on voit un artiste, souvent il y a un truc, n'importe quel artiste que je prends, il y a souvent un truc qui démarque, genre soit la couleur, la forme, le personnage, la démarche, la technique, le format, peu importe, il y a souvent quelque chose qui démarque l'artiste, et ça qui est bien, et ça qui est hyper intéressant de découvrir. Pour continuer les anecdotes, comme je vous l'ai dit précédemment, son style c'est de l'art contemporain, parce qu'il fait tellement de choses qu'on ne sait plus dans quelle catégorie le mettre plus particulièrement, mais aussi on le considère aussi en tant que pop artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement son style, quand on voit, c'est beaucoup de avec la surconsommation, le marketing de consommation qu'on peut retrouver souvent quand on regarde les œuvres de pop art. Souvent il y a de la pop culture, mais aussi de la surconsommation, parce que souvent des personnalités, des domaines, des marques, des personnages en tout genre qu'on peut reconnaître dans des films, dessins animés, films d'animation, publicité, peu importe, on le retrouve dans le domaine du pop art. Et du coup, c'est pour ça qu'on le considère aussi en tant que pop artiste, parce qu'il a réalisé par exemple plusieurs figurines que je vais vous présenter au fur et à mesure en image juste au-dessus. Bob l'éponge, comme je vous l'ai dit précédemment, mais aussi Mickey, comme je vous l'ai dit précédemment, notamment Hello Kitty aussi, ou encore les Simpsons, alors vraiment, ou encore Astro Boy, ou les Schtroumpfs, ou encore plein d'autres personnages qu'il a fait en figurine. Vraiment, il en a fait plein, parce qu'en fait il s'intéresse, après avoir trouvé ces personnages, il s'est dit mais pourquoi pas justement prendre mes personnages et les mettre, et prendre mon style de mon personnage dans des personnages hyper connus de la pop culture qu'on connaît tous. Et du coup il s'est inspiré de son personnage, et du coup il l'a réalisé dans les personnages de pop culture qu'on connaît tous personnellement, en tout cas pour la plupart, je l'espère. D'ailleurs, en parlant des figurines qu'il a pu réaliser en tant qu'artiste dans sa vie, quand je vais vous parler d'une en particulier qui est Mickey. Mickey, je crois que c'est celle qui a été la plus popularisée, la plus importante dans sa vie en tant qu'artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement la collaboration avec Disney n'a pas été anodin. Pourquoi? Parce que ok, il y a la référence de ces personnages que je vous ai présentés précédemment, avec la forme du crâne hyper allongé ou pas, avec et les croix pour les yeux, etc. Mais hormis tout ça, il y a aussi le corps et le ventre arrondi, mais aussi la salopette avec les grosses boucles que vous pouvez voir sur l'image juste là. Et aussi les mains surdimensionnées, parce que quand on remarque, les mains sont beaucoup plus gros que ce que ça devrait être. Et au passage, ces mains surdimensionnées évoquent
la célèbre souris de hollywoodienne. Donc quand je dis la célèbre souris hollywoodienne, c'est Mickey. Voilà, particulièrement cette petite anecdote, je voulais rajouter supplémentairement. Ça se voit vraiment que c'est vraiment un pop artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais envie de vous dire ça comme anecdote supplémentaire. Parce que tout simplement, quand on remarque, il prend souvent les objets un peu de l'actualité, mais pas vraiment. Il prend des objets et il les fait dans son style, en s'inspirant de pas mal d'artistes, notamment, ou de la pop culture, ou des marques, de la publicité. Enfin, vraiment, il va s'intéresser à pas mal de choses qui sont plus ou moins connues et va les transformer. Par exemple, il peut prendre des objets et les transformer. Notamment, il s'est inspiré beaucoup d'un artiste que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo qui est super intéressant, qui s'appelle Takashi Murakami, qui est cet artiste-là. Prochainement, je vous en ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications et à vous abonner pour ne rien louper, si vous voulez voir cette vidéo-là. Et simplement, il s'est inspiré notamment de l'œuvre de l'artiste, qui est cette œuvre-là plus particulièrement, qui réalise énormément de motifs avec des fleurs dans ce style-là. Et aussi, il s'est inspiré pas que de cet artiste-là, il s'est aussi inspiré, ainsi que Nigo, le directeur de l'entreprise Apple Painting, donc cette entreprise là plus particulièrement, il s'est aussi inspiré. Et en fait, grâce à ça, grâce à tout ça, il a fait une collaboration. Mais avec qui il a fait une collaboration? Il a fait une collaboration qui a fait naître une série de peintures. Et oui, ça change les sculptures et du graffiti. Il a aussi fait de la peinture, comme je vous l'ai dit. Et du coup, il a fait une série d'œuvres en collaboration. Mais quelles sont ces séries d'œuvres? Ça s'appelle Package Painting. Donc, vous pouvez retrouver notamment ce genre d'œuvres que vous pouvez voir sur la vidéo, notamment que je vous partage, où du coup c'était des toiles de 40 x 40 cm notamment, et il utilise beaucoup l'icône de la télévision, donc par exemple des dessins animés qu'on pourrait retrouver notamment pour mettre en œuvre ses œuvres. Et comme on peut le voir sur les œuvres que j'ai partagées précédemment, ces œuvres sous vide ressemblent littéralement justement aux produits vendus dans les supermarchés. C'est ce qu'on peut remarquer, et c'est ce qui nous inspire aussi avec justement les œuvres qu'on peut voir sous vide, sous verre. Et pour continuer les anecdotes que j'ai à vous raconter sur ces œuvres en tout genre, comme ça en plus, comme quand je vous raconte les anecdotes sur ces œuvres, je vous parle aussi notamment de ces œuvres, et c'est un qui tout double. Genre c'est en mode je vous parle de ces œuvres, mais aussi je parle des anecdotes, donc c'est un mix des deux et c'est génial. D'ailleurs, pour continuer tout ça, oui, ce personnage que je vous parle depuis tout à l'heure, ces fameux deux personnages que je vous parle depuis tout à l'heure, et justement, grâce à sa réussite dans toute sa carrière qu'il a pu faire en tant qu'artiste, et il est allé plus loin. Mais quand je vous dis qu'il allait plus loin, en effet, quand je vous dis qu'il allait plus loin, c'est que l'artiste se lance dans une fabrication de quoi? De jouets. Oui, je vous ai déjà dit qu'il avait réalisé des jouets, mais il en a réalisé d'autres avec l'entreprise Medicom, qui est cette entreprise-là plus particulièrement. Et du coup, maintenant, en fait, les petites œuvres que je vous ai présentées précédemment, il est réalisé surtout en graffiti étant plus jeune, et maintenant grâce à l'entreprise qu'il a pu dénicher, et justement il a pu mettre ses œuvres, ces petits personnages plus particulièrement, en 3D, c'est-à-dire en réalité, genre en figurine en 3D. Donc par exemple, notamment pour retrouver ces œuvres là que je vous affiche juste là pour que vous puissiez un peu plus voir de quoi je parle plus particulièrement. C'est beaucoup plus intéressant en regardant le visuel. Et notamment par exemple ces œuvres, il est passé de l'entrepôt à la galerie, de la galerie à la boutique du musée. Donc c'est juste dire à quel point ces œuvres sont devenues de plus en plus populaires et sont devenues beaucoup plus popularisées. Et c'est super intéressant de découvrir ça, qu'un personnage tout basique qu'il a pu faire genre en graffiti comme ça dans la rue peut du jour d'aujourd'hui être hyper popularisé et des sculptures à être vendues à hyper cher quoi. On pourrait croire aussi que grâce aux œuvres qu'il a réalisées, Chaos, ça peut être le successeur d'Andy Warhol, vu la manière dont il voit l'art et dont il voit ses œuvres. C'est ce qu'on fait souvent référence de ce que j'ai pu voir et entendre. Alors, ça change complètement, mais je vais vous raconter une anecdote qui est complètement folle. Genre vraiment, vous savez qu'en 2020, il y a eu le confinement pour ceux qui le savent. Et en fait, justement, on pourrait dire que l'artiste est à l'ère du temps. Pourquoi? Parce que justement, je vais raconter une forme d'art qu'il a pu réaliser durant le confinement. Et franchement, c'est super intéressant. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu vu déjà. Oui, mais lui, il l'a vu complètement différemment. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Explique-nous. Je vais vous le dire dès maintenant. Tout simplement, du coup, en fait, l'artiste s'est notamment dirigé durant le confinement, qu'on ne pouvait pas sortir, à tourner ses œuvres vers
la nouvelle technologie. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a réalisé comme œuvre? Notamment par exemple avec la réalité virtuelle, tu sais, les casques de VR, la réalité virtuelle, quoi, voilà, littéralement. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi je vous parle de ça, c'est tout simplement, tu sais, quand il y a eu le confinement, on pouvait pas sortir, et du coup, il a eu l'idée de justement utiliser le numérique, notamment la réalité virtuelle. Et justement, c'était le premier artiste new-yorkais à réaliser justement une exposition virtuelle. Vraiment, c'est le premier à faire ça. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux nous montrer des extraits? Je vais vous en partager quelques-uns et je vais vous expliquer un peu plus sa manière de faire, sa manière de penser par rapport à ça. Et il a fait ça en partenariat avec justement d'Actu Art, justement. Donc, c'est-à-dire, cette chose-là, il a été en collaboration, en partenariat plus particulier. Donc il a sorti, pour ceux qui veulent savoir du coup où est-ce qu'on pourrait retrouver son expo virtuelle, etc. Justement sur une application qui s'appelait Expanded Holiday. Donc c'est cette application-là plus particulièrement. Donc c'était du 12 au 26 mars 2020. L'exposition de ses œuvres de cause tenait dans notre téléphone, donc on pouvait voir ses œuvres sur notre téléphone comme ça. Vous allez me dire, mais la VR, tu nous en parles depuis tout à l'heure, à quoi c'est un lien avec son expo virtuelle? Tout simplement parce qu'en fait ces 12 personnages qu'il a pu mettre dans son exposition virtuelle, en fait, ils étaient dans 12 endroits du monde entier. Donc par exemple, il y en avait un qui était à New York, l'autre peut-être à Paris, l'autre peut-être à Londres, en Allemagne, peu importe. C'est à 12 endroits différents et c'est pour ça en fait que la VR était très important. D'ailleurs, par exemple, on pourrait la retrouver aux pyramides du Louvre, ou encore à Times Square à New York, ou encore le Millennium Bridge à Londres, ou encore plein d'autres endroits que je ne vais pas vous citer, où on pourrait voir du coup ces personnages dans le monde entier. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer un peu des visuels parce que depuis tout à l'heure je vous en parle, mais je ne vous ai pas encore montré de visuels. Donc voici quelques petits visuels que vous pouvez voir défiler juste là. J'espère que ça vous intéresse de découvrir cette façon de voir l'art différemment, mais je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, par la suite, durant le confinement, il a aussi, par rapport à son expo que je vous parle depuis tout à l'heure, il a notamment par la suite eu 25 sculptures qu'on pouvait acheter au prix de 10 000 $. Donc, faut quand même avoir un sacré potentiel d'argent pour pouvoir en acheter, parce que ça coûte quand même cher, je trouve personnellement. Mais en même temps, c'est Gox, et vu tout ce qu'il a fait comme parcours avant, c'est sûr que on peut pas, ça peut pas coûter un centime, quoi. C'est obligé que ça coûte cher, quoi. C'est comme ça. Et en fait, justement, quand vous achetez une œuvre, vous pourrez justement prendre l'œuvre et le disposer où vous voulez, justement, dans le musée, où est-ce que vous vouliez, en fait. C'est ça qui est super intéressant, de ce que je peux comprendre, de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, donc c'est super intéressant, je trouve, personnellement. Et en fait, grâce à l'exposition qu'il a pu réaliser du coup durant le confinement, en fait, il a complètement compris l'enjeu de la technologie et qu'est-ce que c'était important d'utiliser, en fait. Il n'a pas fait ça pour rien, en fait. C'est pas anodin, en fait, non plus. C'est cette chose l'idée qu'il a eu de faire cette expo virtuelle durant le confinement, c'était pas anodin du tout, parce que il a compris l'enjeu, que c'était important. Parce que quand on était au confinement, à part pour discuter ou montrer ce qu'on savait faire en tant qu'artiste, à part les réseaux sociaux, les sites internet, le téléphone, etc., c'était assez compliqué de pouvoir montrer un peu ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire. Du coup, pour que les artistes continuent de vivre, ils ont dû utiliser la technologie d'une différente manière, et lui, il l'a utilisé comme ceci, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et c'est super intéressant d'apprendre à savoir qu'il a pu réaliser aussi durant le confinement. C'est dans sa carrière, c'est intéressant, et j'en apprends plein dans cette vidéo, et j'espère que vous aussi, vous en apprenez plein aussi, parce que c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote à vous dire concernant Cause. Cause a fait une collaboration avec Uniqlo, qui est cette marque-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une marque de vêtements et d'accessoires. Si jamais vous en avez déjà entendu parler, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça sera avec grand plaisir de savoir et de voir vos avis. Et au passage, qu'est-ce qu'il a fait comme collaboration? Tout simplement, Cause a fait une collaboration avec Uniqlo, comme je vous l'ai dit, mais quelle thématique? Et justement, il a fait avec la thématique Peanuts, donc c'est Gox et Peanuts qui ont fait une collaboration ensemble. Et c'est sur quelle thématique? C'est sur Snoopy. Donc il a notamment du coup pris Snoopy, il l'a démarqué en faisant son style à lui. Donc vous pouvez voir ses vêtements
ou encore ces accessoires que je vous affiche juste là, ou encore avec la Jordan 4 qui est une chaussure que vous pouvez voir juste là, que vous affiche juste là, où il a justement pu avec son style graphique justement faire mettre en avant son style dans la collaboration qu'il a mis en œuvre avec Uniqlo. Donc c'est super intéressant, je vais vraiment vous raconter parce que je trouve ça intéressant comme je vous l'ai dit, mais surtout ça change des sculptures et des jouets qu'il a pu faire, notamment les fois d'avant. Là on touche tout ce qui est textile, vêtements, et franchement c'est ultra intéressant parce que c'est un autre domaine et puis c'est un autre lieu de consommation, donc ça reste toujours dans le pop art, dans son style qu'il fait habituellement. Et franchement cette collaboration, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais j'ai vu ça récemment et je trouve ça super intéressant et je voulais vraiment le raconter et rajouter en plus cette vidéo. Voilà. Cette vidéo est terminée. Tu peux t'abonner, liker, laisser un commentaire, nous soutenir si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur les réseaux sociaux en barre d'informations. Et puis voilà, bonne journée à tous, salut!